De quoi est-ce que tu as choisi de nous parler aujourd'hui? Eh ben, d'une superbe recette de gnocchi que j'adore. C'est pas du tout en fait, hein, c'est pas la bonne émission, mais je vais vous parler de politique. Pas beaucoup de surprises, c'est moins surprenant, je sais, mais pourtant nous surprendre, c'était le projet d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, il y a quelques jours, la surprise d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, sur France Info, on avait eu l'information. On a été surpris. Hein. Voilà, c'est ça. On était surpris par. On est tombé de notre chaise. Voilà. Noël à côté, c'est rien du tout. Hein, voilà. Bon, j'aurais préféré un gnocchi de mon côté. Bon, ce mois-ci, ce mois-ci aurait été marqué par la censure du gouvernement Barnier et la nomination d'un 4e Premier ministre en moins d'un an, témoin record d'une crise de régime, disent certains ou certaines, dont la censure serait un symptôme. Aujourd'hui, je vous propose de faire un pas de côté de cette actualité en posant une question qui me semble centrale. Quel est le rôle de l'extrême droite dans le jeu politique français actuel? Car sans elle, sans l'extrême droite, pas de censure du gouvernement. Sans elle, pas de Macron élu et réélu président. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je protégerai la République. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Ça fait toujours un peu bizarre de revoir ces images, on grince un peu tous des dents autour de la table. En tout cas, oui, ça fait un peu bizarre, mais ça nous rappelle que l'extrême droite a d'abord été l'épouvantail électoral idéal pour forcer des gens de gauche à élire et à faire élire des présidents de droite. On se souvient du score de Chirac, mais les choses ont évolué. Regardez ce petit graphique que j'ai préparé pour vous ce soir, où on voit l'évolution du nombre de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale depuis 45. Alors, mis à part les quelques élus, les 52 élus d'extrême droite ici. Monte un peu la feuille. Ah, la caméra est par là-bas. Voilà, c'est exactement. Voilà, à part les 52 élus qui sont ici, issus d'une poussée du mouvement poujadiste en 56, et la trentaine de lepénistes ici, résultant en 86 de l'introduction stratégique, c'est pas le sujet par Mitterrand, de la proportionnelle aussitôt supprimée après, eh bien, la représentation nationale est restée globalement protégée de toute intrusion de l'extrême droite. Grâce au scrutin majoritaire. Grâce au scrutin majoritaire, tout à fait. Mode de scrutin qui favorise les grands partis bien installés dans les régions et qui a contribué à évacuer l'extrême droite de l'Assemblée, mais de façon artificielle. Car dans le monde réel, la société réelle, le vote FN puis RN n'a fait que croître pour finir par passer au-dessus de la digue en 2017 avec l'élection d'un certain banquier d'affaires ni de gauche Alors, à partir de Hollande, vous aviez 2 élus d'extrême droite, puis 88 sous Macron 1, 89 sous Macron 2, et 124 lors de la dernière législative anticipée voulue par le président. Un tsunami absolument historique dont les causes sont complexes et multiples. Et pour aller en parler avec certains députés à l'Assemblée nationale, nous sommes allés avec Lyons Alénor, qui est à la caméra avec moi. On commence dès maintenant avec Alexis Corbière. Et ça fait partie de toutes ces petites digues, progressivement, que l'on voit, où on est passé d'une situation où, fut un temps, où l'extrême droite, le Front National était vraiment dans la marginalité de la vie politique. Et non seulement il y a une conversion politique, il faudrait une heure d'émission tous les deux pour analyser pourquoi, parce que de la gauche qui déçoit, la fin du gaullisme. Moi, ma thèse, c'est que il y avait toujours eu un électorat populaire de droite, à une époque où elle défendait quand même un modèle d'État social. Et cet électorat populaire de droite, il vote extrême droite, essentiel. C'est-à-dire que la droite aujourd'hui, c'est vraiment devenu la droite macroniste. Le bloc bourgeois, sociologiquement, j'entends, bien sûr, qui votent. C'est fini, les gens populaires ne votent pas Macron. Par contre, ils votent pour Marie Le Pen. Bref, tout ça, c'est une évolution. Alors, analyse pertinente de l'ex-insoumis sur les comportements des électeurs et électrices, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, ensemble, c'est leur comportement à eux, aux élus, aux politiques, notamment dans la séquence censure où la gauche a eu besoin des voix de l'extrême droite pour faire tomber le gouvernement Barnier. C'est ce que je rappelle à l'écologiste Sandrine Rousseau et l'insoumis Pierre-Yves Caladin que je croise dans les couloirs de l'Assemblée. Regardez. Non, moi, j'ai jamais appelé les voix du Rassemblement national. Après, ils sont souverains dans leur vote. Ils sont élus dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, et donc ils appuient comme ils veulent sur leur bouton. On peut pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais espéré leur vote, et j'espérais même qu'il puisse y avoir une motion de censure qui passe sans eux. C'est impossible mathématiquement. Je sais que c'est difficile, mais en fait, ça aurait été la situation la plus saine. Ce qui est certain, c'est que quand on dépose une motion de censure, c'est pour qu'elle soit votée, puisqu'on estime que la politique d'un gouvernement doit s'arrêter. Au sens où il est évident que leur politique produit du malheur partout, dans tous les services publics, que la politique économique qu'ils ont promue pendant des années est un échec cuisant. Et donc aujourd'hui, la nécessité, c'est une nécessité politique de fond, de passer à une autre politique. Et de ce point de vue-là, le Rassemblement national ne sert à rien. Le Rassemblement national est inutile. Après, il faut être vigilant et ferme. Vous avez parfaitement raison sur le fait qu'on ne dépose pas de texte commun avec eux, on ne mène pas de campagne commune avec eux, on ne partage pas. Vous savez, à l'Assemblée, on peut être par moments amené à faire des initiatives un peu
commune, transpartisan, comme on dit, surtout pas, jamais avec l'extrême droite, jamais. Jamais, mais, car on le sent venir, n'est-ce pas, le mais. Écoutons la suite. Voilà, bon, et après il y a les jeux parlementaires qui sont le reflet de ces contradictions. Moi je serais cash, ça me pose pas de problème de voter avec les députés du RN pour l'approbation de la réforme des retraites. Et ce serait au contraire la pire des choses que de refuser de le faire au nom du fait qu'éventuellement nos voix se mêleraient dans le cadre de l'hémicycle. Ah c'est intéressant ça. Est-ce que là, c'est que vous nous dites que selon texte par texte, je veux bien... Non mais sur la base d'un texte, c'est nous qui avons porté l'abrogation de la réforme des retraites. Je veux dire, ce serait folie que de s'interdire d'abroger ce recul social au nom du fait qu'éventuellement on va se retrouver dans le même mode que l'extrême droite. Je veux dire, les milieux populaires comprendront pas. Et pour autant, c'est d'une fermeté totale vis-à-vis des idées d'extrême droite. On a quand même un peu l'impression d'être dans une forme de en même temps. Oui, et surtout aux yeux des plus éloignés du jeu parlementaire, car même si voter une censure de concert n'est pas la même chose que de bâtir un texte de loi en commun, à la fin, une voix est égale à une voix, RN ou pas. C'est une gymnastique périlleuse pratiquée par les macronistes, peu importe le gouvernement. Regardez, c'était en février dernier. Bonjour la ministre. Jimmy Stanley du Média TV. Alors vendredi dernier, Monsieur Macron, le président de la République, a dit, et je cite, « Il est tout à fait normal d'avoir des discussions avec le Rassemblement national dans l'objectif de constituer texte par texte des majorités qui peuvent parfois être complétés ou grossis de leur voix. » Monsieur Macron qui était élu, je le rappelle, vous le savez, 2 fois pour faire barrage au Front National, désormais Rassemblement National, a-t-il finalement cédé pour aujourd'hui travailler avec celui-ci? Merci beaucoup de revenir sur cette phrase, et je pense que quand on cite, en tout cas c'est ce que je m'attache à faire en général, il faut citer dans sa globalité. Vous avez effectivement cité de façon très juste la deuxième partie, en oubliant peut-être la première partie, qui éclaire grandement et précisément et sans ambiguïté la position qui est celle du président de la République, du Premier ministre et de l'entièreté du gouvernement suivi de la majorité. Ok, bon, j'abrège car elle va continuer comme ça pendant 1 minute et 12 secondes sans jamais faire référence aux 10 morceaux de phrases que j'aurais omis de citer, car il n'existe pas. J'ai toujours le micro sous le bec à ce moment-là, donc je relance et recentre. Et comment, du coup, on peut justifier cette espèce de 2 poids 2 mesures qu'on peut analyser, qu'on peut constater, où à la fois vous dites ce que vous dites, c'est-à-dire que vous n'allez pas construire de texte avec eux, mais vous comptez, l'exécutif compte sur les voix du Rassemblement national pour grossir, parfois texte par texte, c'est exactement ce que le président dit, et en même temps nous rassurer sur le fait que vous inquiétez pas, on fait en sorte de ne pas travailler avec eux. Il y a quelque chose qui est un peu ambigu justement. Aucune ambiguïté. Je préfère vous le dire. Merci pour cette question à nouveau. Et à votre entière disposition pendant des heures et des jours à vous répondre dessus. Je vous tiens au mot. Non mais vraiment, si je me suis engagée en politique, c'est justement pour continuer à défendre des valeurs qui sont les nôtres. À défendre les valeurs qui sont les nôtres. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, en tout cas c'est un beau lapsus. Effectivement, en tout cas, il tombe à point pour illustrer la problématique qui nous intéresse ce soir. Et après Prisca Thévenot sous Macron-Attal, écoutez maintenant Maude Bréjon sous Macron-Barnier. C'était quelques jours avant la censure. On le lit un peu partout, on entend que Marine Le Pen elle-même est identifiée comme la personne qui pourrait ou non appuyer sur le bouton. Est-ce que c'est pas quelque part un message envoyé aux Français de dire voilà, finalement on fait plus barrage au Front National, au Rassemblement National, mais on travaille avec eux et c'est normal, c'est un parti normalisé. Alors, faut pas confondre les choses. Combattre les idées du Rassemblement national, combattre le projet du Rassemblement national, c'est pas combattre les électeurs du Rassemblement national. Et puis, elle rappellera mettre un point d'honneur sur le respect des votes des Françaises et des Français, donc aux 124 élus d'extrême droite à l'Assemblée. Une logique démocratique implacable, mais non applicable aux 182 élus de gauche. Faut pas pousser non plus. Et en plus, tu t'es fait recadrer en coulisses pour avoir posé cette question, Jamila. Oui, car elle a, je cite, irrité la ministre, selon Matignon, ce qui illustre bien la tension de la situation politique en cours avec l'extrême droite. Le pouvoir macroniste semble jouer à un jeu dangereux et s'arranger avec ses contradictions, un peu comme le Rassemblement national lui-même de son côté. Écoutez plutôt l'échange avec l'un de ses porte-parole, Laurent Jacobelli, que j'ai aussi croisé à l'Assemblée. On peut plus dire, on pouvait plus nier aujourd'hui qu'il y a une volonté de polissage depuis quelques années, de changement, certains disent de respectabilisation. On vous voit aujourd'hui, alors pas forcément vous, mais tout du moins les costards, les cravates, etc. Une tenue plus retenue un petit peu des membres du parti, alors que nos confrères de Mediapart, vous le savez, pendant les législatives, ont révélé une centaine de candidates et candidates, mais vous pouvez pas le nier non plus, les profils sont sortis, avec des propos clairement haineux ou complotistes, et je vous citerai quelques exemples. Vous avez Philippe Lothio, vous connaissez tout le monde, et le dernier, par exemple, j'ai noté, il y en a un qui a été condamné pour discrimination raciale et religieuse, c'est Joël Villemotte, qui a été élu, pas en titulaire, mais en suppléant, mais il a été élu quand même. Donc,
Est-ce que c'est pas une contradiction, ça? Alors, depuis 2011, depuis que Marine Le Pen a pris la présidence du Rassemblement national, Front National à l'époque, il y a eu effectivement un vrai changement dans les cadres, dans beaucoup de choses, parce que nous voulons être un parti de gouvernement et nous voulons demain pouvoir diriger notre pays, parce que nous avons, je crois, les solutions pour cela. Alors, vous citez un certain nombre de cas. Alors, il y en a qui étaient franchement pas des cas très... voilà, c'était un peu tirer les cheveux en quatre. Selon vous il y avait une quinzaine de cas, effectivement, qu'on a... Centaines, selon les médias. Mais c'est faux. Moi, je vous dis une quinzaine, et on les a virés tout de suite. Ils les ont virés tout de suite. Alors oui, il y a bien eu des exclusions du parti, mais que dire de Laurent Gnadig, qui a affirmé que les propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz n'étaient, je cite, pas une remarque antisémite, ou encore Florence Joubert, accusée d'avoir tenu des propos racistes sur les réseaux sociaux. Pareil pour René Lioret, ou encore Joseph Martin, initialement suspendu pour avoir tweeté, je cite encore, « Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah et finalement réinvesti par le parti. Tous siègent actuellement à l'Assemblée. » Je vois que vous êtes très en pointe sur l'antiracisme, et vous avez raison. Ah. Et vous avez raison. Le RN est antiraciste? Bien sûr, parce que pour nous, ce qui fait que nous sommes une nation, c'est le fait d'appartenir à la nation française. C'est pas l'origine, c'est pas la couleur, c'est le fait d'adhérer au projet de la nation française. Et vous savez, moi, je viens de l'immigration. Jacobelli, c'est pas d'origine française. Tout à fait. Bon, donc c'est pas ça la question. Vous pouvez pas nier qu'il y a des problèmes de votre côté, des problèmes graves de racisme, d'exclusion. C'est de vos rangs dont on a attendu sous la dernière législature qu'il retourne en Afrique. Des personnes sont encore détournées. Non, honnêtement, non. Quand même, vous pouvez pas. Et je pense que ces paroles ont mal été interprétées à dessein. Vous niez donc? Mais non, je nie pas les paroles, je lis l'interprétation des paroles. Mais ce que je vous dis, et ça, c'est ça qui est important. Et s'il n'y a pas de majorité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des alliances contre nature. Tout cela n'a aucun sens. Vous êtes allié aussi avec M. Ciotti, donc contre nature, oui. Bon, non, c'est un peu moins contre nature quand même les LFI et le centre. Hein, si vous venez pas, l'histoire de votre parti à vous est du leur, De Gaulle et puis pas De Gaulle, c'est peut-être pas, c'est un peu contre nature, vous pouvez l'admettre. Si vous saviez le nombre de gaullistes qu'il y a aujourd'hui au Rassemblement national, vous seriez très étonné. Le RN, c'est la nouvelle droite classique? Je dirais pas ça. On ne dira pas ça non plus. En tout cas, je vois que ça fait réagir dans les commentaires et puis même sur le plateau, on en parlera après. En tout cas, n'empêche qu'un parti fondé par des Waffen-SS possède aujourd'hui désormais quasi plus de 3 fois plus de députés que la droite dite républicaine. Ça dit quelque chose. Va-t-elle finir, cette droite républicaine, par être grand remplacée par un FN en pleine mutation qui a l'Élysée dans le viseur? En tout cas, ce changement, il prend racine dans l'éclatement des partis traditionnels achevé par Macron, qui porte alors en lui une grande responsabilité dans cette entreprise de normalisation de l'extrême droite. Mais pourtant, Emmanuel Macron a récemment déclaré ne plus vouloir dépendre du RN. Effectivement, il l'a dit justement à Madame Tondelier, qu'on va recevoir tout à l'heure ici même. Et pourtant, le choix qu'il a fait, M. Macron, sans doute contraint par la situation d'isolement de son camp, de nommer Bayrou à Matignon, le contredit, ce choix, puisque François Bayrou, ayant lui-même changé d'opinion, tout au moins de changement de position sur le RN, donnant son parrainage à Marine Le Pen en 2022, refusant la même année de qualifier d'extrême droite le parti de Marine Le Pen et allant jusqu'à défendre cette dernière face à ses problèmes judiciaires qu'elle essayait peut-être de cacher en votant la censure de Barnier. La présence centralisée inédite de l'extrême droite, donc, chamboule tout. Certains s'en accommodent, d'autres semblent regarder ailleurs, le minimiser. Alors peut-on toujours faire barrage à l'extrême droite en France? Le mot de la fin, ou presque, aux élus de gauche. L'idée c'est, alors il faut les combattre, les battre. Et bien en proposant une politique alternative, en faisant en sorte qu'elle soit victorieuse, en disant que la force qui répond aux besoins, c'est-à-dire au salaire, à la crise environnementale, à la nécessité de refonder démocratiquement nos institutions, eh bien, c'est la France insoumise et le nouveau Front populaire. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment un enjeu très fort à regagner de la bataille culturelle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et notamment avec l'aide de leur bras armé qui est Bolloré, qui, avec tous ces médias, installe quand même une musique, on perd du terrain culturel. Et nous, là-dedans, il faut essayer évidemment de les combattre. Alors il y a plusieurs conditions. Déjà, de rester unis. La question de l'unité est importante. On est dans un moment politique qui n'est pas le même de la vie politique. L'unité est une ligne stratégique, pas un truc ponctuel sur une élection, une ligne stratégique de fond. Et il faut qu'on reste unis sur un programme de rupture, dans le sens pas de retour des échecs de la gauche. Suivez mon regard. Si on ne fait pas ça, c'est bien que l'extrême droite, elle va continuer à avancer fortement. En effet, chez nos voisins, elle est déjà au pouvoir, l'extrême droite, comme en Italie, en Hongrie, en Pologne, elle progresse aussi en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède. Et les raisons sont à chaque fois similaires. L'insécurité sociale et économique, le rejet de la mondialisation, des élites, des partis historiques, ainsi que la montée du racisme et des discours identitaires via les médias, des médias, aux mains de forces marquées à droite. En cause aussi une gauche inaudible et dispersée. En Suisse, l'UDC, sorte de RN local, a réussi à dominer le pays en termes de voix et au Parlement en jouant sur les peurs identitaires. On se souvient de cette affiche
qu'en France, on a beaucoup entendu, beaucoup vu, qui date de 2007. Le parti lui-même a fait une opération de relifting, un peu comme le RN en France, et sur les désirs souverainistes. Mais le système politique suisse décentralisé, ses institutions fédéralistes et sa tradition de coalition et de consensus empêchent toute hégémonie politique, quelle qu'elle soit. Une sorte de maxi-barrage anti-dictature, mais qui ne freine pas, pour autant, les idées politiques. En somme, la stratégie du barrage présente ses limites partout. Pour finir, en France, une crise de régime ultra-présidentiel semble venir pointer le bout de son nez, ce qui remet sur le tapis les débats sur le changement de république ou d'institution pour tenter de redonner de l'air et de la souplesse à la pratique du pouvoir par et pour le peuple, plutôt qu'à travers des partis, une guerre de partis parfois éloignés de la population. Mais pour tendre vers cela, il semble encore difficile de prendre le pouvoir dans le cadre des règles du jeu actuel, et ça semble compliqué, je pense. Effectivement, très compliqué. Merci beaucoup, Jamil. Je vois que ça a beaucoup fait réagir dans le chat. Ça, ouais. J'en profite aussi pour remercier Mediapart qui nous a raid avec 300-400 personnes. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui arrivent. Et voilà, installez-vous bien confortablement. Loumi, qu'est-ce que ça t'inspire, la chronique de Jamil ? J'ai trouvé ça super intéressant, et effectivement la question aussi de ce qu'on appelle la stratégie de la cravate, donc le fait de lisser leur image le plus possible. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on revient très très souvent, mais on parle plutôt de ce qu'ils appellent les brebis galeuses, etc. Mais en fait, Jordan Bardella, il n'y a pas si longtemps, il avait dit qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen avait tenu des propos antisémites, etc. Et Marine Le Pen, il y a un truc qu'on oublie aussi très souvent, c'est que Marine Le Pen, ça a quand même été une militante de son parti. Du Front National. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est pas seulement, c'est aussi, disons, les concernés, les chefs de ce parti-là, qui vraiment, ça fait partie de leur idéologie. Et c'est vrai qu'on a tendance à les pointer certains qui sont beaucoup plus maladroits, mais même eux, faut vraiment garder ça en tête, que. Et ils cachent, puisque je me souviens de leur entrée au Parlement. Vous savez, quand ils ont été élus beaucoup plus nombreux, les 124, je suis allé au Parlement pour essayer, avec d'autres journalistes, on essayait de les interviewer, et ils avaient reçu l'ordre, tout du moins la consigne, de ne pas répondre aux journalistes. Ils étaient là présents pour qu'on puisse les filmer, qu'on puisse commenter, mais on ne pouvait pas leur parler, alors que, comme je le rappelle dedans, il y avait une centaine de candidats, dont certains ont été élus avec des propos bien plus que problématique. On se remet de la casquette, le képi. Bon, là, cette personne, elle a abandonné le truc, mais il y a vraiment. C'est pour ça qu'il faut en sorte qu'ils parlent pas. Tout à fait. De tenir les rangs. Donc, elle a une responsabilité, comme tu le dis à l'instant. Merci beaucoup, tous les deux. Merci beaucoup, Jamil, pour ta chronique. Merci.